107. Voilà ce qu'ils disent. Nous disons d'abord qu'il n'est pas évident qu'il existe un exprimable. En effet, puisque parmi les dogmatiques, les épicuriens disent qu'il n'y a pas d'exprimable, alors que les stoïciens disent qu'il existe quelque chose d'exprimable. Quand les stoïciens disent qu'il existe quelque chose d'exprimable, ils recourent soit à une simple assertion, soit à une démonstration. Mais si c'est par assertion, les épicuriens leur opposeront l'assertion qui dit que l'exprimable n'existe pas. Et s'ils fournissent une démonstration, puisque celle-ci est constituée de propositions qui sont exprimables, étant constituée d'exprimables, elle ne pourra pas être utilisée pour convaincre que l'exprimable existe. Car comment celui qui n'admet pas que l'exprimable existe accordera-t-il qu'il existe un système d'exprimables? 108. Il veut donc rendre convaincant ce qui est recherché par ce qui est recherché. Celui qui s'efforce d'établir qu'il y a quelque chose d'exprimable à partir de l'existence d'un système d'exprimable. Si donc il n'est possible d'établir qu'il y a quelque chose d'exprimable ni simplement ni par une démonstration, l'existence de quelque chose d'exprimable est obscure. De même pour la question de savoir s'il y a une proposition, car la proposition est un exprimable. 109. Même si l'on accorde par hypothèse qu'il y a quelque chose d'exprimable, la proposition ne s'en trouve pas moins inexistante, composée qu'elle est d'inexprimables qui ne coexistent pas les uns avec les autres. Ainsi, dans l'exemple « s'il fait jour, il y a de la lumière », quand je dis « il fait jour, il y a de la lumière » n'existe pas encore, et quand je dis « il y a de la lumière, il fait jour » n'existe plus. Si donc il est impossible que les choses composées de parties existent quand leurs parties ne coexistent pas entre elles, et si les choses dont la proposition est composée ne coexistent pas, la proposition n'existera pas. 110. Mais si on laisse cela aussi de côté, on trouvera l'énoncé connectif, valide, insaisissable, car d'une part, Philon de Mégare, pour Philon, la validité est déterminée en dernière instance par les valeurs de vérité de l'antécédent et du conséquent, sans s'occuper de leur compatibilité mutuelle. Philon déclare valide l'énoncé connectif, qui n'est pas tel qu'il commence par le vrai pour finir par le faux. Par exemple, alors qu'il fait jour et que je suis en train de parler, s'il fait jour, je suis en train de parler. Alors que, d'autre part, pour Diodore Chronos, dans l'exemple proposé, Diodore pense qu'il est vrai que les étons sont composés d'atomes. Ce qui distingue Diodore de Philon est que pour le premier, l'énoncé connectif doit être valide au sens philonien en tout temps. C'est celui qui ne pouvait ni ne peut, en commençant par le vrai, finir par le faux. Selon lui, l'énoncé connectif que nous venons de citer semble bien être faux, puisque s'il fait jour et que je suis silencieux, il commencera par le vrai pour finir par le faux. 111. En revanche, celui-ci sera vrai. S'il n'y a pas d'éléments sans partie pour les étangs, il y a des éléments sans partie pour les étangs. Car toujours commençant par le faux, il n'y a pas d'éléments sans partie pour les étangs. Il finira par le vrai. Selon lui, il y a des éléments sans partie pour les étangs. Mais ceux qui introduisent la cohérence disent qu'un énoncé connectif est valide quand l'opposé de son conséquent est en conflit avec son antécédent. Selon eux, les énoncés connectifs cités sont mauvais, alors que celui-ci est vrai. S'il fait jour, il fait jour. 112. Et ceux qui jugent par l'implication disent qu'est vrai l'énoncé connectif dont le conséquent est contenu en puissance dans l'antécédent. Selon eux, s'il fait jour, il fait jour, et toute proposition connective dédoublée sera sans doute faux, car il n'y a pas moyen que quelque chose soit contenu en lui-même. 113. Il semblera sans doute qu'il n'y a pas moyen d'arbitrer ce désaccord. En effet, si nous préférons l'une des positions qu'on a dites, nous emporterons la conviction soit sans démonstration, soit avec une démonstration. Effectivement, la démonstration semble être valide, quand la conclusion suit de la combinaison des prémices comme un conséquent suit de l'antécédent. Ainsi, s'il fait jour, il y a de la lumière, mais il fait jour, donc il y a de la lumière, puisque si il fait jour, il y a de la lumière, et qu'il fait jour, alors qu'il y a de la lumière. 114. Mais comme nous menons une recherche sur la manière de juger la consécution entre le conséquent et l'antécédent, on retrouve le mode du diallèle. En effet, pour que la décision concernant l'énoncé collectif soit démontrée, la conclusion doit suivre des prémices de la démonstration, comme on l'a dit ci-dessus. Mais réciproquement, pour que cela emporte la conviction, il faut que l'énoncé connectif de la suite logique ait été décidé, ce qui est absurde. 115. Donc l'énoncé connectif valide est insaisissable. Par ailleurs, le précédent lui aussi est objet d'aporie,
car le précédent a ce qu'ils disent et l'antécédent dans un énoncé connectif, tel qu'il commence par du vrai et finisse par du vrai. 116. Mais si le signe est révélateur de son conséquent, le conséquent est soit obvi, soit obscur. Si donc il est obvi, il n'aura pas besoin de ce révélateur, mais il sera saisi avec lui et ne sera pas son signalé. Et c'est pourquoi l'autre n'en sera pas le signe. S'il est obscur, puisque les choses obscures, il y a un désaccord dont est idée portant sur celles qui sont vraies et celles qui sont fausses, et d'une manière générale, s'il y a parmi elles, ils sont vrais, on ne verra pas clairement si l'énoncé connectif finit par un conséquent vrai. Il s'ensuit donc aussi qu'on ne voit pas clairement si dans ce raisonnement ce qui précède est un antécédent. 117. Mais si on laisse tout cela de côté, l'antécédent ne peut pas être révélateur du conséquent, s'il est vrai que le signalé est relatif au signe, et pour cela saisi en même temps que lui. En effet, les relatifs sont saisis les uns en même temps que les autres, et de même que la droite ne peut pas être saisie avant la gauche, parce que quelle est la droite de la gauche, et inversement, et que la situation est similaire pour les autres relatifs. De même, il ne sera pas possible de saisir le signe avant son signalé, parce qu'il est le signe de ce signalé. 118. Mais si le signe n'est pas saisi avant le signalé, il ne peut pas être révélateur de l'existence de ce qui est saisi en même temps que lui et non après lui. Donc, aussi dans la mesure où cela découle de ce qui est communément soutenu par les philosophes qui ont d'autres opinions que les sceptiques, le signe est inconcevable, car ils disent qu'il est à la fois relatif à quelque chose et révélateur du signalé par rapport auquel ils disent qu'il est relatif. 119. Il en découle que s'il est relatif à quelque chose, à savoir un signalé, il a absolument besoin d'être saisi en même temps que le signalé, comme il en est de la gauche pour la droite, du haut pour le bas et des autres relatifs. Mais s'il est révélateur du signalé, il a absolument besoin d'être saisi avant lui, de façon que, ayant été connu au préalable, il nous conduise au concept de la chose connue à partir de lui. 120. Mais il est impossible de concevoir une chose qui n'est pas capable d'être connue avant une chose avant laquelle elle doit nécessairement être saisie. Il est donc impossible de concevoir quelque chose qui est à la fois relatif à quelque chose et révélateur de ce relativement à quoi il est pensé. Mais ils disent que le signe est relatif au signalé en même temps qu'il en est le révélateur. Il est donc impossible de concevoir le signe. 121. Outre cela, il faut dire ceci. Il s'est élevé un désaccord parmi nos prédécesseurs, les uns disant qu'il existe un signe indicatif, les autres soutenant que rien n'est signe indicatif. Celui qui dit qu'il existe un signe indicatif le dira soit simplement et sans démonstration, en recourant uniquement à une affirmation, soit avec une démonstration. Mais s'il se sert seulement d'une affirmation, il n'emportera pas la conviction, et s'il veut recourir à une démonstration, il supposera ce qui est recherché. 122. En effet, puisque la démonstration appartient, dit-on, au genre du signe, étant donné qu'il y a une querelle sur le point de savoir si le signe existe ou non, il y aura aussi une querelle sur la question de savoir s'il existe une démonstration ou pas du tout, comme dans l'hypothèse où l'on recherche s'il existe un animal. On fait aussi porter la recherche sur le point de savoir s'il existe un être humain, car l'être humain est un animal, mais il est absurde de démontrer ce qui est recherché soit par ce qui est également recherché, soit par lui-même. Donc, nul ne pourra assurer par une démonstration que le signe existe. 123. Mais s'il n'est possible ni simplement ni par démonstration de rien assurer sur le signe, il est impossible de faire à son propos une affirmation cognitive. Parodie de l'expression impression cognitive. Mais si le signe n'est pas saisi avec exactitude, il ne pourra pas non plus être dit significatif de quelque chose dans la mesure où il n'est pas lui-même objet d'accord. Et pour cette raison, il ne sera pas même un signe. Il découle donc aussi de cette inférence que le signe sera inexistant et inconcevable. 124. Mais il faut dire aussi ceci, les signes sont soit tous apparents, soit tous obscurs, soit parmi les signes, les uns sont apparents et les autres obscurs. Mais aucune de ces possibilités n'est valide, donc il n'y a pas de signe. Que tous les signes ne soient pas obscurs, on le montre de la manière suivante. L'obscur n'apparaît pas lui-même, à ce que disent les dogmatiques, mais tombe sous le sens par l'intermédiaire de quelque chose d'autre. Ainsi, le signe, s'il était obscur, aurait besoin d'un autre signe obscur, puisque d'après l'hypothèse proposée, aucun signe n'est apparent, et celui-ci d'un autre, et ainsi à l'infini. Mais il est impossible de saisir des signes infinis, il est donc impossible pour le signe d'être saisi s'il est obscur. Et pour cette raison, il sera aussi non existant, n'étant pas capable de signifier quelque chose, c'est-à-dire d'être signe, du fait qu'il n'est pas saisi. 125. Mais si tous les signes sont apparents, alors puisque le signe est relatif, et plus précisément relatif au signalé, et que les relatifs sont saisis ensemble, les choses qui sont dites être signalées, être saisies avec des choses apparentes seront apparentes.
De même que puisque la droite et la gauche tombent sous le sens en même temps, on ne dit pas que la droite est plus apparente que la gauche, plutôt que la gauche est plus apparente que la droite. De la même manière, puisque le signe et le signalé sont appréhendés ensemble, il ne faut pas dire que le signe est plus apparent que le signalé. 126. Mais si le signalé est apparent, il ne sera pas un signalé n'ayant pas besoin de ce qui le signifie et le révèle. De cela découle que de même que lorsque la droite est supprimée, la gauche n'existe pas. De même, lorsque le signalé est supprimé, il n'est pas possible qu'il existe un signe, de sorte qu'on découvre que le signe est inexistant, dans le cas où l'on voudrait dire que les signes sont seulement apparents. 127. Il reste à dire que certains signes sont apparents et d'autres obscurs, mais de cette manière aussi les apories demeurent, car les choses sont dites des signalés, des signes apparents seront apparentes, comme nous l'avons dit auparavant, et n'ayant pas besoin de quoi les signifier ne seront même pas des signalés du tout. Il suit de cela que les premiers ne seront pas des signes du fait qu'ils ne signifient rien. 128. Et les signes obscurs ayant besoin des choses qui les révèlent, s'ils sont dits être signifiés par des choses obscures, l'argument tombant dans la régression à l'infini, on les trouvera insaisissables et pour cela inexistants, comme nous l'avons dit auparavant. Si c'est par des choses apparentes, ils seront apparents du fait qu'ils sont saisis avec les choses apparentes qui sont leurs signes, et pour cela ils seront aussi non existants. Car il est impossible qu'il existe une chose quelconque qui soit à la fois obscure par nature et apparente. Et les signes concernés par notre raisonnement étant supposés obscurs, on a découvert qu'ils sont apparents selon un renversement de l'argument. 129. Si donc les signes ne sont ni tous apparents, ni tous obscurs, ni pour certains apparents et pour les autres obscurs, et qu'il n'y a pas d'autre cas possible, comme eux-mêmes le disent, ces signes seront non existants. 130. Ces quelques arguments parmi beaucoup d'autres suffiront ici pour suggérer que le signe indicatif n'existe pas. À la suite de cela, nous allons proposer aussi des arguments pour suggérer qu'il existe un signe pour établir la force égale des arguments opposés. Ainsi, les expressions employées contre le signe soit signifient quelque chose, soit ne signifient rien. Et si elles sont sans signification, comment pourraient-elles ébranler l'existence du signe? Et si elles signifient quelque chose, il existe un signe. 131. De plus, les arguments contre le signe sont soit démonstratifs, soit non démonstratifs. S'ils sont non démonstratifs, ils ne démontrent pas que le signe n'existe pas, mais s'ils sont démonstratifs, comme la démonstration appartient au genre du signe, étant donné qu'elle est révélatrice de la conclusion, il y aura un signe. Tout suit que l'argument suivant est également proposé. S'il existe quelques signes, le signe existe, et s'il n'y a pas de signe, le signe existe. En effet, qu'il n'y ait pas de signe est montré par une démonstration qui en fait un signe. Mais le signe soit existe, soit n'existe pas, donc le signe existe. 132. À tel argument peut être substitué l'argument suivant. S'il n'existe pas quelques signes, le signe n'existe pas. Et si un signe existe et qu'il est ce que disent les dogmatiques, il n'existe pas de signe, car du signe dont traite l'argument qui est déclaré, dans la conception que l'on en a, relatif et révélateur du signalé, on découvre qu'il est non existant comme nous l'avons établi. 133. Mais il y a un signe, soit il n'y a pas de signe. Donc le signe n'existe pas. En ce qui concerne les expressions concernant le signe que les dogmatiques choisissent eux-mêmes, si elles signifient quelque chose ou ne signifient rien. Si elles ne signifient rien, la conviction ne sera pas établie qu'il existe un signe. Si elles signifient quelque chose, leur signalé les suivra. Or, nous avons vu que c'était cela être un signe. De là, il suit qu'il n'existe pas de signe, comme nous l'avons suggéré selon un renversement de l'argument. Bref, puisqu'il y a des arguments plausibles en faveur de l'existence et de la non-existence du signe, il faut dire que le signe n'est pas davantage existant que non existant. 12e, de la démonstration. 134. Il est manifeste à partir de cela que la démonstration n'est pas non plus une chose sur laquelle il y ait accord. Si en effet nous suspendons notre assentiment à propos du signe et que la démonstration est une sorte de signe, il est nécessaire de suspendre aussi son assentiment à propos de la démonstration. Car nous trouverons que les arguments que nous avons proposés à propos du signe peuvent aussi s'adapter à la démonstration puisqu'elle semble être à la fois relative à quelque chose et révélatrice de sa conclusion. Et que c'est de cela qu'a découlé presque tout ce que nous avons dit concernant le signe. 135. Mais s'il faut dire quelque chose de particulier sur la démonstration, je vais brièvement revenir aux propos qui la concernent, m'efforçant d'abord de mettre en lumière en peu de mots ce qu'ils disent sur la nature de la démonstration. La démonstration, donc, à ce qu'ils disent, est un raisonnement qui, par le biais de prémices sur lesquelles on s'accorde, révèle de façon concluante une conséquence obscure. Mais ce qu'ils disent deviendra plus clair à partir de ce qui suit.
Un raisonnement est un système composé de prémices et d'une conséquence. 136. On dit que ces prémices sont des propositions adoptées d'un commun accord en vue de l'établissement de la conclusion et que la conséquence, la conclusion, est une proposition établie à partir des prémices. Par exemple, dans ce raisonnement, s'il fait jour, il y a de la lumière. Mais il fait jour, donc il y a de la lumière. Donc il y a de la lumière et la conclusion, le reste sont les prémices. 137. Parmi les raisonnements, les uns sont concluants, les autres non concluants. Ils sont concluants quand l'énoncé connectif qui a pour antécédent la combinaison des prémices du raisonnement et pour conséquent, sa conséquence est valide. Et pour conséquent, sa conséquence est valide. Ainsi, le raisonnement cité ci-dessus est concluant, puisque de la conjonction de ces prémices, il fait jour, et s'il fait jour, il y a de la lumière. Il s'ensuit qu'il y a de la lumière dans l'énoncé connectif suivant. Si il fait jour, et s'il fait jour, il y a de la lumière, alors il y a de la lumière. Sont non concluants ceux qui ne sont pas ainsi. 138. Parmi les raisonnements concluants, les uns sont vrais, les autres non vrais. Ils sont vrais quand non seulement l'énoncé connectif constitué de la conjonction des prémices et de la conséquence est valide, comme nous l'avons dit, mais aussi que la conclusion et la conjonction de ces prémices soient vraies, conjonction qui est l'antécédent dans l'énoncé connectif. Or, une conjonction est vraie quand tout ce qu'elle contient est vrai, comme dans « il fait jour » et « s'il fait jour, il y a de la lumière ». Sont non vrais ceux qui ne sont pas ainsi. 139. En effet, un raisonnement tel que « s'il fait nuit, il fait sombre », mais « il fait nuit, donc il fait sombre » est concluant puisque cet énoncé connectif « si il fait nuit et s'il fait nuit, il fait sombre », alors il fait sombre est valide. Mais il n'est pas vrai, car la conjonction antécédente, il fait nuit, et s'il fait nuit, il fait sombre, est fausse, puisqu'elle contient du faux en elle, à savoir, il fait nuit. Car par hypothèse, il fait jour. Car est fausse la conjonction qui contient en elle du faux. À partir de là, ils disent plus précisément qu'un raisonnement vrai, celui qui par le biais de prémices vraies conduit à une conclusion vraie. 140. Ensuite, parmi les raisonnements vrais, les uns sont démonstratifs, les autres non démonstratifs. Sont démonstratifs ceux qui conduisent à une conclusion obscure par le biais de prémices obvies, sont non démonstratifs ceux qui ne sont pas ainsi. Par exemple, un raisonnement de ce genre. S'il fait jour, il y a de la lumière, mais il fait jour, donc il y a de la lumière, n'est pas démonstratif. En effet, le fait qu'il fasse de la lumière, qui est sa conclusion, est obvi. A l'inverse, un raisonnement de ce genre. Si la lueur coule à travers la surface du corps, il y a des pores saisissables par l'intellect. Mais la sueur coule à travers la surface, donc il y a des pores saisissables par l'intellect. Et démonstratif, parce qu'il y a une conclusion obscure, à savoir il y a des pores saisissables par l'intellect. 141. Parmi les raisonnements qui conduisent à une conclusion obscure, les uns nous promènent des prémices à la conclusion d'une manière simplement progressive, les autres d'une manière à la fois progressive et révélatrice. D'une manière progressive, par exemple, ceux qu'on estime dépendent de la croyance et de la mémoire, tels que celui-ci. Si un Dieu t'a dit que cet individu deviendra riche, il deviendra riche. Mais ce Dieu, je prends Zeus à titre d'hypothèse, t'a dit que cet individu deviendra riche, donc cet individu deviendra riche. En effet, nous donnons notre assentiment à la conclusion, non pas tant du fait de la nécessité des prémices, que parce que nous croyons à l'affirmation du Dieu. 142. Les autres nous conduisent à la conclusion de manière non seulement progressive, mais encore révélatrice. Par exemple, celui-ci. Si la sueur coule à travers la surface, il y a des pores saisissables par l'intellect. Mais le premier, donc le second, en effet que la sueur coule est révélateur du fait qu'il y a des pores à cause de la préconception, selon laquelle un liquide ne peut pas passer à travers un corps compact. 143. La démonstration doit donc être un raisonnement concluant, vrai avec une conclusion obscure, révélateur par le pouvoir des prémices, et pour cette raison on dit que la démonstration est un raisonnement qui par le biais de prémices sur lesquelles on s'accorde, révèle de façon concluante une conséquence obscure. C'est donc ainsi qu'ils ont coutume d'éclairer la notion de démonstration. 13e. S'il existe une démonstration, 144, mais que la démonstration soit inexistante, il est possible de l'inférer de celle-là même qu'ils disent, en renversant chacun des éléments contenus dans la notion de démonstration. Ainsi, le raisonnement est composé de propositions. Or, les choses composées ne peuvent pas exister si les réalités dont elles sont composées ne coexistent pas entre elles, comme cela est obvi. Dans l'exemple d'un lit et des choses semblables, mais les parties du raisonnement ne coexistent pas entre elles. En effet, lorsque nous énonçons la première prémisse, la seconde prémisse n'existe pas encore, ni la conséquence. Quand nous disons la seconde prémisse, la première prémisse n'existe plus, et la conséquence n'existe pas encore. Et quand nous formons la conséquence, ces prémisses n'existent plus. Donc les parties du raisonnement ne coexistent pas entre elles. Il semble bien compte tenu de cela que le raisonnement non plus n'existe pas. 145. En outre,
Le raisonnement concluant est insaisissable. Si en effet il est jugé à partir de la consécution de l'énoncé connectif, et que la consécution concernant l'énoncé connectif est l'objet d'un désaccord indécidable, et sans doute c'est insaisissable comme nous l'avons suggéré dans notre examen du signe. Le raisonnement concluant, sera lui aussi insaisissable. 146. Les dialecticiens disent qu'un raisonnement est non concluant soit par absence de cohérence, soit par déficience, soit par le fait d'être proposé sous une forme vicieuse, soit par redondance. Ainsi, par absence de cohérence, quand les prémices n'ont pas de consécution l'une avec l'autre et avec la conséquence. Par exemple, ce raisonnement: s'il fait jour, il fait de la lumière, mais on vend du blé sur l'agora, donc Dion se promène. 147. Par redondance, quand une prémisse se trouve redondante par rapport au caractère conclusif du raisonnement, par exemple, s'il fait jour, il y a de la lumière, mais il fait jour et Dion se promène, donc il y a de la lumière. Par le fait d'être proposé sous une forme vicieuse, quand la forme du raisonnement n'est pas concluante. Par exemple, alors que selon eux, les raisonnements suivants sont des syllogismes: s'il fait jour, il y a de la lumière, mais il fait jour, donc il y a de la lumière. S'il fait jour, il y a de la lumière, or il n'y a pas de lumière, donc il ne fait pas jour. Le raisonnement suivant est non concluant. S'il fait jour, il y a de la lumière, mais il y a de la lumière, donc il fait jour. 148. En effet, puisque l'énoncé connectif annonce que si son antécédent existe, le conséquent existe aussi. Il est vraisemblable que si l'on prend en plus l'antécédent, le conséquent est lui aussi inféré, et que si le conséquent est supprimé, l'antécédent est lui aussi supprimé. En effet, si l'antécédent existait, le conséquent existerait lui aussi, mais si l'on prend en plus le conséquent, l'antécédent n'est pas posé du même coup dans tous les cas, car l'énoncé connectif ne promettait pas que l'antécédent suive du conséquent, mais seulement le conséquent de l'antécédent. 149. Pour cette raison, donc, du raisonnement qui tire logiquement le conséquent d'un énoncé connectif et de son antécédent, on dit qu'il est syllogistique, et de même pour celui qui tire l'opposé de l'antécédent d'un énoncé connectif et de l'opposé du conséquent. Mais celui qui tire l'antécédent d'un énoncé connectif et du conséquent est non concluant, comme c'est le cas de celui dont on vient de parler. C'est pourquoi, même quand ces prémices sont vraies, il conclut quelque chose de faux. Quand il est énoncé de nuit, alors qu'il y a de la lumière, il y a la lumière d'une lampe, car s'il fait jour, il y a de la lumière, est un énoncé connectif vrai, ainsi que la prémisse supplémentaire, mais il y a de la lumière, mais la conséquence, donc, il fait jour, est fausse.